Merci à tous d'être là. Un dimanche matin, c'est facile pour personne le dimanche matin, surtout à l'ouverture. Il y a certaines personnes qui ont couru pour aller voir Bruce Timm et Joe Madureira, et vous avez couru pour nous voir. Et croyez bien que pour nous, c'est une très très grande fierté. Bienvenue à la conférence À qui appartiennent les héros. On est parti du principe que les super-héros sont des personnages sous influence et qui sont à la fois influencés par les éditeurs qui possèdent ces héros et qui veulent continuer à faire de l'argent avec, par les auteurs qui ont envie d'imprimer leur marque sur les héros, par les fans qui aiment une certaine version des héros et qui voulont les retrouver quand on lit des comics, et par les mecs qui font des adaptations de jeux vidéo ou de films et qui veulent mettre en scène leur propre version parce que c'est compliqué de mettre des héros de papier en scène au cinéma. Nous sommes les gens de lescomics.fr, nous sommes au stand 37 en plein Artist Alley si vous voulez nous rencontrer, et nous sommes V pour Valentin de la chaîne YouTube V pour Valentin. Bonjour Valentin. Bonjour Matt, tu vas bien? Ça va toi? Ouais, ça va. Bien, ouais. Nous sommes Nicolas Martin de la chaîne Nicolas Martin. Bonjour. Nous sommes Chris de la chaîne Comics Raise. Salut. Et nous sommes Mister Yanda de la chaîne Mister Yanda. Bonjour. Et vous pouvez bien sûr nous retrouver sur YouTube et sur lescomics.fr. Gardez le microphone, Mister Yanda. Quel est votre super-héros préféré? Mon super-héros préféré, de façon hyper originale et surprenante, étant donné qu'il est sur mon t-shirt, c'est Batman. Parce que c'est mon enfance et c'est ce qui a été un élément déclencheur sur les super-héros. Et voilà, Batman. Est-ce qu'il y a des fans de Batman dans cette salle? Voilà, nous sommes donc quelques-uns. On est bon. Qu'est-ce que t'aimes chez ce personnage? Qu'est-ce qui fait partie du personnage pour toi? Ce qui fait partie du personnage, c'est que, à la base, il est plus facilement, on va dire, par rapport à tous les super-héros qui existent, c'est un super-héros qui n'a pas de super-pouvoir. C'est quelqu'un qui fait partie de... Voilà, il a les moyens financiers qui ont fait qu'il a pu développer des gadgets, etc., mais ça reste un être humain. C'est un terrien, c'est pas un extraterrestre, c'est pas un mutant, c'est pas quelqu'un qui a obtenu des super pouvoirs. Il a juste un entraînement qui a fait qu'il est devenu Batman. Donc on va mettre les pieds dans le plat tout de suite. Dans le film Batman vs Superman, il tue. Une des caractérisations du personnage dans les comics, c'est qu'il ne tue pas. Qu'est-ce que tu penses de cette variation du personnage dans l'interprétation de Zack Snyder? J'en pense que pour l'interprétation de Zack Snyder, c'est quelque chose qui pour moi est justifié dans le film. C'est un parti pris du réalisateur, c'est son choix, c'est sa vision du personnage dans son univers et dans le film. Et à partir du moment où c'est justifié et présenté de manière cohérente dans le film, pourquoi pas? Même si c'est vrai qu'on est du coup sur un Batman différent du support original. Donc on parle pas de ça pour rien. On vient de prouver en 2 minutes que les mecs qui prennent les super-héros font ce qu'ils veulent et qui peuvent enlever des caractéristiques au personnage. Du coup, voilà, à qui appartiennent ces héros? Est-ce que c'est aux auteurs qui travaillent dessus, aux éditeurs qui veulent conserver les personnages, aux fans qui aiment ces personnages ou aux personnes qui font les adaptations? On ne fait pas cette conférence entre nous pour faire les malins, donc n'hésitez pas à interagir avec nous si vous avez des questions. Et pour les moins mauvaises questions de la salle, on a des cadeaux en fait à vous filer. Il y a du lourd dans les cadeaux et il y a du un peu moisi. C'est à vous de voir si vous avez la main lourde ou pas. Il y a des comics Lena, il y a des trucs Urban, il y a des bons d'achat de 10 € à dépenser sur le stand de Comic Zone et d'autres choses, d'autres surprises. Voilà. On m'a donné un micro, mais... Et il est reparti? Il est reparti. D'accord. En fait, je voulais juste préciser que le tout premier Batman, il avait un fouet et un pistolet. Alors, il faudra que tu parles dans ton micro, sinon on ne t'entendra pas. Cette personne dans le public, quel est ton prénom? Giuseppe. Giuseppe, donc nous dit effectivement le tout premier Batman avait un fouet et un pistolet. Et il était armé. Et il tuait. Et il tuait, oui. Et c'était une variation autour des personnages des Pulps en fait qui eux étaient. C'est après que ça a armés. changé par rapport au jeune public. C'est ça. Mais il a été aussi un personnage de psychédélique qu'on a tous préféré oublier, oui. Principalement depuis que c'est devenu un Il a personnage aussi été zébré, oui, tout à fait. Ouais, il a été zébré. On continue avec notre exemple de Batman parce que vous allez voir qu'il y a un fil rouge et une cohérence dans tout ça. Lorsque Grant Morrison, scénariste Grant Morrison arrive sur le personnage de Batman, il va inventer un fils à Batman qui s'appelle Damian Wayne, donc il l'invente. Et au moment où il quitte la série, eh ben, il dit non mais c'est mon Damian Wayne, donc je peux tuer Damian Wayne.
est-ce que finalement les auteurs ont le droit de tout faire quand ils arrivent sur un personnage, créer, reprendre? Toi ou un autre? Moi, pour mon avis, très rapidement, oui, complètement. Sur le cas de Damian Wayne, c'est quelque chose qui avait été revendiqué par Morrison de façon très claire. C'était son personnage, il avait prévu dès le départ à la fin le tuer. Et voilà. Et c'est pas forcément surprenant parce que si tu regardes sur la série en comics Batman Renaissance New 52, Scott Snyder, Damian Wayne, on en entend quasiment jamais parler. C'est sur le Joker du coup que Snyder imprime sa marque. Est-ce qu'un auteur peut faire tout ce qu'il veut quand il passe sur un personnage? Oui, il a sa liberté de création et d'utilisation. Donc oui, à partir du moment où il crée un personnage, ça reste son bébé, et puis encore plus, voilà, s'il le crée, il en fait ce qu'il veut. Donc pour moi, oui, c'est pas quelque chose qui me dérange. J'ai vu Valentin trépigner. Non, c'était pour dire à peu près la même chose que toi, mais je vais du coup par rapport même à Batman Superman, c'est vrai que je trouve aussi que les auteurs ont une légitimité, enfin c'est eux qui écrivent les histoires, donc ils prennent un personnage qui ont des caractéristiques, on va dire, canoniques, mais après ils peuvent se permettre de dévier un peu, ça reste des histoires, quoi, c'est de la fiction, et du coup même pour... c'est pareil pour les comics ou pour le cinéma. Snyder, David S. Goyer, Nolan et compagnie avaient leur vision de Batman et Superman pour Batman et Superman. Et il y a même eu cette fameuse pétition contre Snyder, je crois, j'ai pas lu dans le détail, mais voilà, en gros les gens ont commencé à gueuler en disant « Ah, c'est honteux ce que vous avez fait des personnages et tout ». Mais au pire, ne regardez pas cette version du personnage si vous l'aimez pas, quoi. Et les fans... Enfin, moi, c'est mon avis en tout cas. Mais les fans ont cru pour le coup que ça leur appartenait, quoi, que les personnages étaient à eux et qu'on faisait pas n'importe quoi, entre guillemets, avec les personnages et qu'un auteur n'avait pas le droit de tout faire. Ce que je pense pas, je pense qu'un auteur, à partir du moment où on lui confie un personnage, on lui confie aussi le droit d'apporter un peu de fraîcheur et de nouveauté à ce qu'il fait, quoi, du personnage. Alors justement, j'ai une question pour eux et je viens vers vous. Justement, à peu près, ou même un peu plus tard, il y a la même chose chez Marvel, où Dan Slott va célébrer l'anniversaire de Amazing 700 en tuant, spoiler d'il y a 5 ans, en tuant Spider-Man et en le remplaçant par le Dr Octopus. Est-ce qu'en fait tout a été dit sur ces personnages, et si un auteur veut s'éclater, il est obligé de casser un personnage aujourd'hui? Ok. Alors je vous propose la séquence Drop the Mic, Nicolas Martin à l'œuvre. Comment s'en sortir? Si c'est bien fait, oui. Genre l'idée, pour avoir une histoire intéressante, selon moi, c'est qu'il faut casser les codes. Il faut créer de la surprise chez le lecteur. Donc, casser les codes, ça veut peut-être dire tuer un personnage, même si on sait qu'il va revenir dans 3 épisodes. Ça veut dire remplacer ce héros par son méchant. Ça veut jouer avec ce que le lecteur pense être quelque chose d'inchangeable, pour faire dire au lecteur « Ah ouais, mais cette version, je m'y attendais pas, mais elle est plutôt pas mal. » Pour moi, c'est ça qui fait une bonne histoire. C'est un truc qu'on n'aurait pas pensé à la base, mais qui peut être cool, quoi. Voilà, j'ai répondu ou pas? Ok. Question publique? Ouais, c'est pour revenir par rapport à ce que vous disiez sur Damian Wayne et le fait que vous estimiez que Grant Morrison avait tous les droits sur le personnage. Il y a quand même une certaine part de responsabilité pour un auteur quand il débarque chez DC Comics, qui est quand même une compagnie, et que l'éditeur essaie de faire un univers partagé, donc qui ait une cohérence éditoriale, et aussi des responsabilités de la part de cet auteur à faire en sorte que tous les auteurs puissent aussi bosser ensemble. Et donc tuer un personnage, pas forcément en plus dans l'histoire, il l'a pas forcément prévenant tous les autres. Ça a amené aussi des gros bouleversements dans les séries, comme par exemple la série Batman et Robin de Tomasi, où il a dû rattraper ça très très vite. Alors, on a envie de dire, oui, d'accord, les créateurs ont tous les droits, mais est-ce qu'ils n'ont pas aussi des responsabilités par rapport au fait qu'ils ne travaillent pas tout seuls? C'est pas un graphic novel à part, c'est pas un Elseworld, c'est un univers partagé avec une continuité éditoriale. En fait, je voulais rajouter ça aussi, c'est que tu dis il a créé son personnage, et c'est son personnage, mais légalement, c'est pas son personnage. C'est un personnage qu'il a créé pour DC Comics. Donc il fait peut-être ce qu'il veut avec, mais le jour où il s'en va, DC Comics fait ce qu'il veut avec derrière, tu vois. Il faut prendre ça en compte aussi. Du coup, tu réponds pas du tout à la question d'Arnaud. Enfin, très bien. Non, mais je suis assez d'accord avec toi. Après,
c'est vrai que pour le coup, comme disait Yanda, il a voulu raconter son histoire et Damien était prévu pour ça. Et donc pour le coup, il a fait son truc un peu en disant fuck you à DC. Vous faites un reboot, ouais, mais j'ai envie de finir mon histoire d'abord. Enfin voilà. Et le truc, c'est que malgré tout, une fois qu'il a conclu son histoire, pour moi, le deuil de Batman est une des meilleures histoires que j'ai jamais lues de Batman, donc coup de bol. Mais c'est vrai qu'après le personnage, enfin encore spoiler pour ceux qui voilà, mais Damien revient et à partir de ce moment-là, Grant Morrison n'est plus ne s'en occupe plus et Damien appartient désormais aux auteurs d'une manière générale. Il a fait son truc et maintenant effectivement il appartient à la mythologie DC et tout le monde peut s'en servir quoi et donner sa vision du personnage. Et justement tu dis que Grant Morrison faisait ça en mode il s'en fout du reste, mais alors du coup est-ce qu'il n'y a pas aussi une disparité au niveau des auteurs? Parce que Grant Morrison a fait parce qu'il pouvait se le permettre, animant ce statut, ça aurait été n'importe quel autre auteur, ça aurait pas fonctionné de la même façon. Est-ce que alors du coup les personnages appartiennent complètement à tous les créateurs de la même façon? Est-ce qu'il n'y a pas du coup un déséquilibre dans la façon d'utiliser les personnages? Merci. Oui, je suis d'accord effectivement avec ce que tu dis, mais parce que là on est dans le cas particulier effectivement de Morrison, superstar du comics, qui arrive et qui fait ce qu'il veut l'exemple de Damian Wayne peut même être élargi au travail de Morrison sur ce qu'il a fait pour Batman Incorporated, qui en milieu de série DC relance son univers avec le New 52. Et on demande plus ou moins à Grant Morrison de prendre ça en compte dans son Batman Incorporated. Je dis ouais, en même temps ne me faites pas chier, je vais faire mon histoire comme j'avais prévu de le faire à la base et de toute façon ce que vous faites je m'en fous. Grant Morrison peut se permettre de le faire. Mais effectivement, un petit jeune qui débute ou un auteur moins confirmé, s'il va faire ça, DC Comics va lui dire écoute t'es gentil, tu te plies à ce qu'on fait et tu suis le mouvement. Effectivement sur ce point-là, les auteurs peuvent faire ce qu'ils veulent des personnages dans la mesure de leur statut d'auteur confirmé et reconnu, de façon plus facile. Voilà. Mais est-ce que du coup les auteurs n'ont pas de la liberté à créer des trucs et à casser un peu, à installer des choses et tuer tout ça? Simplement parce que les éditeurs se gardent toujours sous le coude le droit d'annuler en fait, ces changements-là. Si on parle de Damian Wayne ou de Superior Spider-Man, Damian est revenu à la vie et quand Superior Spider-Man est arrivé, on savait tous qu'un moment Peter allait revenir, on n'est pas non plus... Est-ce que c'est pas parce qu'ils se gardent une porte de sortie finalement que les auteurs... Est-ce que c'est parce que les éditeurs se gardent une porte de sortie que les auteurs peuvent avoir de la liberté en fait? Oui, bien sûr. Sur les grandes maisons d'édition, DC, Marvel, où les personnages sont des propriétés de l'éditeur, et à partir de ce moment-là, effectivement, l'auteur va avoir sa liberté plus ou moins d'exécution sur le personnage, dans son histoire, etc., etc. Mais derrière ça, l'éditeur se garde la porte de secours de bon, tu l'as tué, ok, très bien, nous, dans 4 numéros, on le fait revenir, et puis on repart à plat, et sans forcément avoir besoin de faire un reboot de l'univers, hop, ce qu'on appelle une continuité rétroactive. On fait une petite modification du personnage, ni vu ni vu, vous n'étiez pas au courant, mais ça c'était le cas, et voilà, tac, on change ça et on revient. C'est effectivement la porte de secours de l'éditeur, oui. Et du coup, puisque le fait d'oublier et d'annuler des événements est quelque chose qui est hyper courant, est-ce que la sacro-sainte continuité n'est pas quelque chose qui prive un peu les auteurs de liberté, qui les emmerde et qui on garde que pour faire plaisir aux fans qui y sont attachés? J'ai pas de réponse à la question. T'avais le micro dans les mains, c'est dommage. C'est très con. Bonjour, déjà merci pour vos vidéos en général. Salut, de rien. On n'a pas eu l'occasion de vous le dire, mais bravo, vous faites super boulot. Moi, la question que je me pose quand on voit ce que vous dites et votre diaporama, est-ce qu'en fait, dans les personnages, d'une manière générale, on est parti sur Batman, mais ça s'applique à d'autres personnages, le plus important en fait dans le personnage, c'est pas ses caractéristiques principales. C'est-à-dire, là vous êtes parti, mon Batman, effectivement, il tuait au départ, il est arrêté, ensuite il a fait sa renommée sur le fait qu'il y avait les histoires étaient des énigmes, mais c'était un détective. Il a eu des acolytes qui sont morts, qui sont revenus, il a eu son fils et tout, mais finalement, si vraiment on analyse le personnage sur une longue période, sur 20 ou 30 ans, il a globalement quasiment à chaque fois les mêmes caractéristiques dans les histoires. Je suis pas un spécialiste de Batman, mais si on prend d'autres personnages, par exemple de Marvel, parce que je connais plus, on peut imaginer pour le Punisher que, je sais pas, on fasse revenir sa famille ou des choses comme ça, mais si d'un coup le Punisher s'arrête d'être violent, il s'arrête de tuer, ça va, quel que soit l'auteur, quel que soit le scénariste, ça va pas marcher.
on peut dire ce qu'on veut, Captain America, c'est un boy scout. Effectivement, il a des doutes et tout ça, mais le jour où on arrête de le présenter comme ça pour le présenter autrement, il est probable que ils vont faire un rétropédalage et annuler. Alors, soit ça va être un what if, là c'est plus facile et au moins c'est installé comme ça. Ou alors ils vont trouver une pirouette en disant qu'il a été manipulé mentalement. Parce que justement les personnages changent. Même si on regarde le Joker, il y a eu un livre, je pense que vous connaissez l'art du Joker, où en fait on voit l'évolution, mais finalement sa caractéristique au Joker c'est qu'il est complètement barré, il agit n'importe comment, même si c'est un génie du mal, et finalement c'est ça qu'on aime, quoi. Il a quelques grandes caractéristiques, et finalement ce qu'on met autour, ça peut plaire aux fans ou pas. Merci pour cette très longue question, la conférence est maintenant terminée. Juste un truc pour répondre à Valentin, ce qu'il avait dit dans un live, Wolverine contre Batman, c'est quand même Wolverine qui gagne. Je suis désolé, mais... Moi je pense que oui, ce qui définit les personnages c'est leur morale en fait. C'est-à-dire que chacun a une morale bien prédéfinie, en tout cas qu'on nous-mêmes on assimile, et du coup tu peux pas changer, non, tu peux pas faire demain Wolverine est super sympa, ça marche pas. Tu vois, il faut toujours que ce soit un peu le mec qui grogne derrière, ou un peu comme Matt. Mais il y a des choses comme ça fondamentales qui ne peuvent pas changer, mais c'est plus dans le caractère du personnage que dans son environnement, où effectivement les sidekicks, ça c'est remplaçable. Ouais. En tout cas, je salue la qualité de ta question, puisque ma question suivante, que je lis devant vous, c'était: est-ce que la recette pour faire une bonne histoire n'est pas simplement de revenir au point essentiel d'un personnage? Je vais t'offrir une BD. Bonjour, merci de cette conférence. En fait, moi je voudrais dire par rapport justement aux adaptations en film, vu qu'on va continuer sur Batman, vu qu'on était dessus, est-ce que je suis d'accord que l'auteur fasse à peu près ce qu'il veut avec le personnage? Par exemple, dans le Batman Begins, il dit clairement qu'il va s'entraîner avec Ra's al Ghul, tout ça, il avance son histoire, ce qui était pas mal. Mais par exemple dans le troisième, le Batman Rises, il change le nom de celui qui est supposé devenir Robin, il invente l'histoire de Bane, enfin à peu près, et dans le Batman vs Superman, on voit clairement que si c'est censé annoncer la Justice League, après ça c'est mon avis personnel, je trouve qu'il est un peu trop vieux, on dirait qu'il est vraiment en fin de carrière. Et si ça annonce la Justice League, pourquoi le faire aussi vieux? Pourquoi pas le faire en plein milieu de, justement, quand il se bat contre la justice, etc. Là, c'est un choix de l'auteur. Je pense que si c'est bien fait, tu vois, il y a toujours moyen de faire les choses bien. Après, ce que je trouve intéressant, c'est aussi le fait de... pourquoi changer le nom de Robin? En soi, ça apporte rien, mais je pense que c'est aussi une question de visibilité. Il y a le fan service. Si par exemple on l'avait appelé genre Damian, Dick ou n'importe quel Robin, il y aurait le fan comme nous qui serait dit ah je comprends la référence, mais on va dire le spectateur lambda n'aurait pas compris la continuité qui se faisait. Le fait de l'appeler Robin directement, même un enfant, il va capter ah oui c'est bon je comprends. Je pense que c'est aussi une question que quand c'est un comics, on parle déjà sûrement à des fans. Donc on peut se permettre de faire, à mon avis, plein de références que les fans vont comprendre. Dans un film, on parle au grand public avant tout, et il faut faire des références que le grand public va comprendre, même si ça n'empêche pas les fan service. C'est mon avis. Alors justement, parce qu'on est dans la relation entre les fans et le personnage, du coup on aime tous un personnage plus ou moins, parce qu'il nous parle, et parce qu'il y a des valeurs, et parce qu'il y a quelque chose où à un moment ça tient de l'intime finalement. Et du coup, c'est ces personnages-là qu'on veut voir dans nos BD et dans nos jeux vidéo et dans nos séries télé. Et du coup, on n'aime pas qu'un auteur ou une adaptation bouscule ce personnage. Est-ce qu'en fait, tout simplement, les fans sont un peu réac? Il y a des chances. Tu vas répondre? En fait, le truc, c'est que les fans, ils sont pleins. Il y a plein de fans et on n'entend que ceux qui gueulent le plus. Et je pense que la majorité des fans... Je pense qu'ici, on n'est pas... Ah, alors, Monsieur Erea qui lève la main, il fait oui, je suis là. Non. Mais, je pense que la majorité des gens ne sont pas réac. Après, effectivement, il y en a plein qui n'aiment pas qu'on touche
à des choses qui, enfin je sais pas, imaginons que je sois un peu plus borné, Batman c'était mon enfance, si un jour j'apprends que Batman il peut tuer comme dans Batman v Superman, et que j'ai pas vu ça quand j'étais petit et que c'était cette caractéristique là de Batman que j'aimais bien, forcément je vais mal le prendre. Après, encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, moi je pars du principe que l'auteur peut essayer de jouer avec les codes, effectivement les casser, et que c'est là où le personnage peut devenir intéressant. Voilà. Et après c'est aussi, je pense, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est aussi surtout une question de goût. Par exemple, l'histoire de Bane modifiée dans Rises, en quoi le fait de modifier ça, c'est pas bien, et pour schématiser, et le fait de faire en sorte que Batman soit entraîné par Ra's al Ghul, c'est bien. C'est la manière dont c'est fait et la manière dont tu appréhendes la chose qui fait que tu trouveras ça bien ou pas bien. Au final, c'est plus une question de goût qu'autre chose, je pense. Point, fin de la phrase. On a beaucoup de mains levées dans la salle. Franchement, c'est hyper kiffant pour nous de voir que d'abord vous êtes là et que vous avez des questions. Et vraiment, merci à vous tous d'être venus. Je crois que le micro est par là déjà. Bonjour. Bonjour. Alors, bonjour. Vous disiez tout à l'heure à propos des films de Zack Snyder, les fans ont cru que ça leur appartenait. Alors sachant que les fans sont justement ceux qui achètent les comics, qui achètent les tickets de cinéma, est-ce qu'ils n'ont pas une légitimité à demander une histoire qui correspond à ce qu'ils ont envie, à ce qu'ils ont besoin? Et donc si ils se sont mis à apprécier le personnage de Batman parce qu'il ne tue pas, est-ce qu'ils n'ont pas une légitimité à ne pas aller voir Batman v Superman du coup? Et concernant le personnage de Damian Wayne, sachant que le sujet du Robin qui meurt a déjà été traité une fois, enfin deux si on compte Stephanie Brown, est-ce qu'il n'y a pas une légitimité à dire ce n'est pas esthétique, ça aurait été bien de ne pas le faire, hein? Alors déjà, tu penses que le personnage t'appartient, moi je pense que ton portefeuille appartient à DC Comics en fait. Et que du coup ils font ce qu'ils veulent, parce que même si, tu vois, Batman v Superman est sorti, tout le monde a crié, enfin sur internet j'ai vu que des critiques super négatives tourner, et plus tu disais de la merde, plus t'étais mis en avant. Sauf que malgré tout, ils ont quand même pété des scores de malade, tout le monde l'a vu ici. Je peux vous dire que Superman meurt à la fin. Tu pourras mettre un bip au montage. On peut plus la diffuser du coup. C'est dommage, désolé. C'est bon, le temps que ça se passe. Donc en fait, le problème c'est que les gens, les gens iront voir quand même parce que t'as envie de voir de toute façon, tu vois. Donc je suis pas sûr que ça joue tant que ça. Et oui, justement, si t'as pas envie de voir cette version-là du personnage, bah, tu vas pas le voir et tu vas surtout pas voir la suite, tu boycottes et comme ça, voilà quoi, tu t'intéresses à des versions. Tu revois les films de Nolan parce que c'est ce que t'as aimé, tu revois la série animée parce que c'est ce que t'as aimé aussi. Je comprends tout à fait le côté, bah ouais, c'est moi qui apporte mon fric à DC et du coup, bah ouais, j'ai une légitimité, mais voilà, justement, si tu ne veux pas cette version-là, ok, gueule sur internet si tu veux, mais aussi ne file plus de fric à quelque chose que tu ne veux pas voir, en fait, je pense. On a de la pression de questions. Je prends cette question, et je déroule la suite, et votre frustration est notre frustration. Bonjour, merci. Bonjour. Juste pour savoir, donc moi qui suis fan des comics, donc Batman et autres, on va aller un petit peu au-delà. Est-ce que vous avez déjà apprécié les 3 jeux qui sont sortis sur Batman, sans compter celui de Blackgate, parce que c'est pour moi. Et donc est-ce que vous les avez trouvés réussis? Et pour continuer dans les adaptations, est-ce que les séries actuelles qui sortent et les futures que Netflix nous prépare sont une bonne extension par rapport aux comics? Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Est-ce que vous les regardez? Est-ce que vous y aviez joué? Pour ma part, j'ai joué au jeu, oui. En série, j'ai regardé principalement les séries adaptées de DC et Daredevil parce que j'étais intrigué au niveau du format, etc. Et Daredevil, alors, pour le coup, Daredevil, je me suis plus placé dans le spectateur lambda parce que je n'ai jamais lu de comics de Daredevil et ça m'a beaucoup intrigué. Ça m'a donné envie justement d'aller voir le support d'origine, voir qu'est-ce qui avait été gardé, qu'est-ce qui avait été gardé, qu'est-ce qui avait été changé, quelles avaient été les libertés qu'ils avaient pris, qu'est-ce qui avait été la partie interprétation et la partie adaptation, parce qu'il y a une nuance qui est intéressante aussi là-dessus. Et pour les licences Batman Arkham,
globalement, j'ai trouvé ça très bien. J'ai trouvé qu'il y avait une très très bonne évolution entre le premier et le deuxième, entre Asylum et City, où on avait vraiment élargi l'univers, élargi la galerie de personnages qui étaient tous utilisés, majorité de façon intéressante, et adapté à cet univers, mais encore une fois, l'essence du personnage, les caractéristiques pour moi importantes et à mettre en avant étaient là. Et c'était globalement très cool. Sur les séries d'essais actuelles, Arrow, j'ai arrêté la saison 4, donc je ne pourrais pas donner mon avis sur cette saison-là, mais globalement, c'est allé pour moi vers le bas. The Flash est une très bonne série de par le ton et de par les références. Et Legend of Tomorrow est une série qui me fait marrer. Parce que c'est plus dans l'esprit, je dirais, qu'on est en rapport avec le comics, qui pour moi se rapproche de l'esprit Silver Age, on en parlait, où on est sur un truc complètement pas barré, mais enfin voilà, c'est balancé comme ça, le scénario est bourré d'incohérences et les mecs l'assument ou en ont complètement rien à faire, et du coup ça me fait marrer de regarder ça. Mais plus pour le côté déluré et sur l'adaptation du comics, un esprit loufoque, on va dire, entre guillemets. Et pour les séries télé d'ici, on est d'accord du coup. Et par contre, là où il donne un bon exemple, c'est que tu vois, pour le mec qui connaît pas Daredevil, quand une série est bien faite, ça donne envie d'aller voir d'où ça vient. Donc moi je trouve que l'intérêt il est là, c'est de donner aux gens qui regardent l'envie d'aller découvrir ce que c'est à la base. T'as pas la même pulsion avec Agent of Shield alors? Du tout. C'est une simple question. Non, pas du tout. Effectivement, c'est vrai, ça marche pas avec tout. La preuve c'est quand c'est bien fait. Et pour Jessica Jones ou les autres qui sont à venir, parce qu'on a Power Man qui arrive. Et donc la question en micro c'est, et pour Jessica Jones? Jessica Jones, c'est... J'introduis Power Man, et il prépare Iron Fist pour les fins. Bah ça après, Iron Fist et Power Man, je te dirais quand j'aurais vu si ça va donner aux gens envie d'aller découvrir la foule de choses à découvrir sur Iron Fist et Power Man en VF. Le fait qu'ils les annoncent, est-ce que ça vous donne envie de les découvrir justement pour là, vous connaissez déjà? La question c'est, est-ce que les annonces autour de personnages de Power Fist et d'Iron Man, puisque tu parles pas dans ton micro, donnent envie à notre plateau de découvrir ces personnages et de s'intéresser aux comics? Je vais pas dire, moi je les connais déjà parce que c'est un peu le mec qui se la raconte, hein. Mais ouais, ça peut donner envie. En tout cas, les gens, par exemple, si celui qui regarde Daredevil qui connaît pas Iron Fist, tu vois dans les news sur internet, ils vont faire une série Iron Fist, ça peut te donner envie d'aller découvrir avant pour pas être un noob quand tu regarderas la série, tu vois. Ça c'est vrai, je pense. J'avais une demoiselle par là-bas qui avait envie de poser plein de questions. Et puis je reprends le flux derrière. Bonjour, je voulais juste revenir sur ce que tu disais. Enfin, je ne connais pas vos prénoms, je suis désolée. Sur toi, Nicolas. Voilà, Nicolas, pardon. En fait, il y a un truc que tu as dit qui m'a interpellée et en fait, qui répond. Enfin, pour moi, en fait, je me dis, peut-être que tu as répondu à la question de la conférence. Quand on a commencé à parler de Robin, le fait qu'il ait changé de prénom, etc., qu'on ait modifié un peu l'histoire de Bane, tu as dit peut-être que c'est fait pour que ça attire le plus grand nombre de personnes, que ça ne s'adresse pas seulement aux fans, et que donc on attire le grand public. Mais quand on dit qu'on veut attirer le public le plus grand qui soit, est-ce que c'est pas une question d'argent? Est-ce que à ce jour maintenant, c'est pas juste une question de profit? Quand on voit toutes les séries qui sortent, qui respectent même plus sans rentrer dans tous les petits détails de chaque personnage, mais qui correspondent même plus, qui ne suivent même plus les grandes lignes de chaque comics, comme par exemple dans Green Arrow. Moi aussi, au bout d'un moment, j'ai lâché, je me suis dit, non mais ils sont sérieux, ça n'a plus rien à voir, quoi. Est-ce que, donc, au final, toutes ces séries qui sortent, tous ces films qui sortent au cinéma et qui changent les caractéristiques premières des personnages, est-ce que c'était pas juste une question d'argent? Donc, est-ce qu'aujourd'hui, tous les personnages de comics n'appartiennent pas tout simplement à l'argent et au profit? Tu es en train de me niquer ma conclusion. Alors déjà, pour rebondir sur Robin, en fait, moi, mon truc, c'est que c'est pas pour attirer le plus de fans possible, puisque c'est quelque chose qu'on nous révèle dans les 5-10 dernières minutes, et ça n'a jamais été dit, ça n'a jamais été révélé dans les bandes annonces. Donc ça, à mon avis, ça a attiré même personne, ça a pu attirer personne. Et à mon avis, c'était juste un clin d'œil pour le grand public, pour que tout le monde comprenne. Après, la question de l'argent, c'est essentiel. On va pas se mentir, si Marvel Studios sort 3-4 films à l'année, c'est pour plus de bif. Mais bon, en même temps, ça nous permet d'avoir des bonnes histoires. Et après, c'est mon avis, mais si c'est des mecs qui pensent à l'argent, qui font les films, ça n'empêche pas d'avoir des auteurs, ça n'empêche pas d'avoir des artistes qui font les films, qui aiment les films. Par exemple, si on voit Justice League qui va arriver, on sait tous que c'est en réponse à Avengers. Mais ça peut être une bonne histoire.
Et il peut y avoir des putains d'artistes qui sont là-dessus et ça peut être très très cool. Voilà. Est-ce qu'il faut distancier l'argent dans les adaptations et l'argent dans les comics finalement? Est-ce que DC et Marvel font pas aussi des comics qu'on va idolâtrer mais ils le font pour de l'argent à un moment? Il n'y a pas de différence entre les deux productions? Et toi, tu fais ce que tu fais dans la vie de tous les jours, pourquoi? Tout le monde, il y a un moment ou un autre où il faut manger en fait. Donc évidemment, les mecs travaillent aussi pour l'argent, tu vois. Il n'y a pas de chose. Je crois qu'il n'y a pas le choix. En fait, je veux juste réagir par rapport à ce que tu disais, on brise les codes pour, en gros, que le public arrive et qu'il ramène du pognon, quoi. Donc il y a deux trucs par rapport à ça. Déjà, si effectivement le but de casser les codes pour ramener le public, c'est peut-être du coup que c'est ce que veut le public, parce que sinon il n'allait pas voir ça. Et deuxième chose, je suis pas forcément certain que tu regardes la série Flash par exemple, je trouve qu'elle respecte vachement bien l'esprit Flash. Batman v Superman, on peut dire ce qu'on veut, si on peut ne pas être d'accord avec la vision, on peut se dire oui effectivement Batman c'est pas ça quoi, mais pour moi toutes les adaptations actuelles de super-héros ne vont pas dans ce cas-là. Pour moi Batman Superman est presque quand c'est pas normal. Ouais, un cas à part, ouais, merci, je suis dimanche matin, merci. Donc voilà, je suis pas certain que ce soit la volonté de tout le monde de briser les codes pour attirer le public. Je suis pas certain de ça. Et d'un autre côté, est-ce que l'adaptation doit forcément être fidèle au matériau original? Non, c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Non, je pense pas. Je pense que si un auteur a sa vision et qu'elle est intéressante, vas-y, lâche-toi, fais un what if. Pour le coup, on revient sur le problème de la continuité, mais voilà quoi, éclate-toi quoi. Non, et du coup, c'est un très bon exemple parce que Zack Snyder, c'est le meilleur exemple. Il fait un Watchmen qui est pratiquement identique à la casse près, tout le monde l'engueule. Il fait un Batman de Superman qui n'a rien à voir avec Batman et Superman, tout le monde l'engueule. Donc le mec, qu'il soit super fidèle ou pas, personne n'est content. Voilà. Alors, on est dans le côté fan réac, je reviens sur les questions à vous juste après. On est sur le côté les fans sont un peu durs et ils veulent pas que ça change. Est-ce que on n'est pas aussi capable de s'extasier pour des choses et de monter de la hype autour de certaines choses? On a vu l'exemple de Spider-Gwen dernièrement, qui était un bout de personnage dans un tie-in d'un crossover et tout machin, et qui a eu une telle envolée de fans qu'elle a maintenant sa propre série et tout. Donc est-ce que à la fois on veut pas qu'on touche à l'essence de nos personnages, mais est-ce qu'on n'est pas aussi capable de pousser le marché, de s'extasier comme des gosses quoi? Bah si, et ça s'est vu je crois avec le film Deadpool, non? Genre Deadpool à la base, on a eu le Deadpool de X-Men Origins. J'ai pas compris, le quoi? Non, je crois que ça n'existe pas, par vous. Et justement là ça pose la question, le Deadpool de X-Men Origins, c'était un Deadpool différent du Deadpool qu'on attendait. Alors pourquoi? C'est une vision d'un auteur, c'est là la limite, à mon avis. Mais justement, le fait que les fans aient vu la démo, je crois que c'était un truc, un test d'un truc dans une voiture et tout ça qui était repris pour le vrai film, les fans ont tellement kiffé, ont tellement partagé et tout ça que ça a pris confiance. À mon avis, les producteurs ont pris confiance, ils l'ont fait, et c'est les fans, à mon avis, qui ont fait que le film s'est fait. Et c'est là qu'on sent le vrai pouvoir et le vrai amour qu'ont les fans pour leur personnage. Puisque vous êtes tous là, on abandonne le plan et on fait question-réponse, on l'a fait entre nous. Cool, j'ai un micro maintenant. Je veux pas la jouer réac du tout, moi j'adore ça, j'adore quand un auteur prend le personnage, il sait se l'approprier, le mettre en avant et apporter ce petit truc en plus. C'est surprends-moi avec ce que j'attends, je m'attends à tel personnage mais avec la petite surprise en plus. Par contre, là où je vais vous poser la question, c'est la limite après, elle est où par contre? Parce que quand vous prenez une série comme Gotham par exemple, je sais pas, moi, Barbara, future Gordon qui commence à devenir Harley Quinn. Oui, je suis désolé pour ceux qui l'ont pas vu, ouais, c'est ça qui se passe dedans. Et c'est. Enfin, la limite, elle est où? C'est la question que je vais vous poser, c'est ça. Moi, j'adore ça, j'adore quand un auteur, vous le disiez, Zack Snyder a fait un Watchmen, pour moi, ça reste la meilleure adaptation comics actuelle, même après. Ouais, je sais, ouais. Même après Batman contre Superman, qui au niveau graphisme, couleur, étalonnage, tout ce que vous voulez, c'est une vraie planche quand vous regardez. Ça, là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais après, la limite, elle se situe où? Là, la série Gotham, il y a des gens qui ne connaissaient pas Batman, qui sont arrivés à travers la série Gotham. Ma belle-mère, qui ne s'intéressait pas à Batman, me dit Gotham, c'est génial!
On sait qu'une chose sur le Joker, c'est qu'il s'appelle Jack. Le mec, il l'appelle Jérôme. Il pouvait pas changer autre chose, sérieux? Voilà, la limite, elle est où? Voilà. Pour moi, alors je vais pas revenir sur Batman v Superman parce que sinon je vais sabrer la conférence de tout à l'heure, puisqu'il y a une conférence Batman v Superman. Mais pour Gotham, par exemple, je pense qu'en fait la limite pour les fans, elle est dans ta sensibilité et dans la façon dont tu reçois ce qui t'est donné. Tu disais, t'adores les histoires, t'es pas contre le fait qu'on te change, qu'il y ait cette petite surprise. Ben justement, la limite, elle est là. Elle est dans la surprise que tu attends, la façon dont tu l'attends. Parce que par exemple, bon, BVS très rapidement, le film, on l'a attendu pendant 3 ans. Gotham, quand la série a été pitchée, on se dit voilà, on va faire une série en gros dans l'univers Batman, sans Batman. Ouais, génial, trop bien. Tu t'attends à un truc. Et pour ma part, ce qui a été délivré n'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Mais on était à des années-lumière. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont cherché à faire? J'ai pas compris. Ça m'a pas plu. Parce que c'était pas ce à quoi je m'attendais. Et la surprise ne m'a pas plu. À partir de là, c'est mort. Maintenant, c'est leur choix. Ils ont a priori fait des évolutions, etc. Et retravaillé certaines choses, replacé un contexte particulier pour la série et qui fait que ça évolue apparemment vers des choses sympas. Mais j'ai pas forcément envie d'y retourner, de redonner sa chance au truc. Pour moi, la limite est dans la sensibilité, dans la façon dont ce que tu attends et ce que tu reçois te convient ou pas. Et si du coup ça te plaît ou pas. Mais ça dénature pas totalement quand même. Est-ce que ça dénature pas totalement le personnage? Enfin, pas le personnage, mais l'univers en soi, quoi. Est-ce que ça parce que du coup, c'est plus Gotham. Enfin, ouais, ça le dénature pour toi qui a ce support d'origine. Mais effectivement, pour quelqu'un, par exemple ta belle-mère, qui n'a jamais lu de comics, elle prend ça comme un truc nouveau. Elle n'a pas ce référentiel. Et encore une fois, c'est la façon dont ce référentiel pour toi est une base qui doit être gardée, où on doit garder certaines choses, où tu attends à ce qu'on garde certaines choses. Ça vient de là quand même à l'origine. Moi j'ai 2 trucs par rapport à ça. Est-ce que le problème c'est pas simplement la qualité de l'histoire? C'est-à-dire que là on a pris des libertés avec les personnages et on a jugé à tort ou à raison, vous aimez Gotham ou vous l'aimez pas, mais ce qui peut souvent gêner les gens, c'est qu'on a pris des libertés dans un produit qui est pas quali. Alors que quand on prend les mêmes libertés dans la gamme Terre 1 par exemple, ça pose pas du tout de problème qu'on change les origines parce que d'un seul coup l'histoire est reconnue comme étant bien. Est-ce que c'est pas juste notre seuil de tolérance par rapport à la modification des personnages, est-ce qu'il vient pas uniquement de la perception qualitative qu'on a de cette œuvre? Je pense que c'est la question que... Ouais, mais c'est pas un multivers là, à la base c'est pas inspiré du multivers Terre 1, c'est inspiré de Gotham la série. Cette personne me dit oui, mais c'est pas un multivers. Par contre, si vous commencez en débat, en fait, on n'aura aucun rendu sur. Et je vous propose qu'on. C'est juste pour dire, il y a quand même, moi je trouve qu'il y a un décalage. Reprends le stop. C'est que dans la saison 2, je trouve que. Enfin, Bruce Wayne c'est un gosse, ça reste un gosse, la Catwoman aussi. Et par contre, les ennemis sont déjà adultes. Rien que le fait qu'il y ait un décalage sur l'âge entre les ennemis et le protagoniste principal, moi ça me choque. Parce que l'évolution dans la saison 2 est top pour les vilains. Mais par contre, Bruce, ça craint quoi. En fait, là où je voulais revenir, pour moi qui suis fan, j'aurais le droit de baffer ma belle-mère quand elle me dira que c'était pas Barbara Gordon au départ. Alors, la question de cette personne, c'est est-ce que j'ai le droit de baffer ma belle-mère quand elle aime Gotham Elle dira que c'était pas Barbara Gordon au départ. Ouais, alors je ne sais pas, dans le sens où c'est comme par rapport aux séries où sont les libertés des auteurs, en fait, on sait pas, on est comme vous, sauf qu'on est de ce côté de la scène, mais on a les mêmes perceptions que vous. Juste avant d'aller là-bas, parce que ça presse de questions, j'en ai une moi-même. Il y a une frange des adaptations de comics qui est hyper fidèle aux comics, dans les costumes, dans la caractérisation des personnages et dans ce qu'on en fait, c'est les comics en film de cul. Comment est-ce qu'on explique que... Non mais c'est très bête, mais comment est-ce qu'on explique que cette frange... Pardonnez-moi, parlons très sérieusement, ne soyez pas grivois, comment est-ce qu'on explique que cette frange de l'industrie cinématographique puisse être aussi fidèle aux comics, alors que les produits officiels Marvel Studios et DC Universe par Warner Bros doivent prendre autant de liberté avec leur propre matériel? Moi je pense que parce que du coup ça vise pas le grand public qui va au cinéma dans la vie de tous les jours, pas tant que ça vise en fait des mecs qui fantasment sur les persos de comics et du coup qui fantasment sur les vrais costumes qu'ils ont vus dans les pages des comics. Ça peut paraître idiot mais je pense que ça vient de là. C'est-à-dire que si
toi t'as envie de voir l'adaptation de Wonder Woman, tu te fous que le costume soit pas exactement le même, mais le mec qui kiffe Wonder Woman depuis 20 ans et qui a envie de la voir en pleine action, eh ben, il a bien envie qu'elle porte son vrai costume, Wonder Woman. Tu vois ce que je veux dire? Et je ne parle pas du tout d'un cas personnel. Mais moi je pense que ça vient là. Je pense que du coup ça vise un public ultra serré qui est... Non, un public très restreint. Un public très restreint qui du coup s'attend à ce que ça soit fidèle parce que c'est son kiff. C'est bon. Le pire c'est que c'est une des meilleures analyses qu'on a depuis le début. Oui, bonjour. Je vais parler moins fort. Olivier, j'avais une question qu'on a légèrement un peu abordée tout à l'heure. Est-ce que c'est pas justement uniquement aussi une question de support? C'est-à-dire qu'en fait, à l'origine, les comics c'était sur les super-héros et c'était que dérivé en comics. Et en fait, quand Marvel s'est cassé la figure en 95, celui qui l'a racheté, je ne me souviens plus comment il s'appelle, il a bien compris qu'il fallait modifier le support et il fallait passer du support papier au support cinématographique. Après, on est passé au support justement série télé, qui avait toujours plus ou moins existé. Et donc, on a toujours eu à un moment ou à un autre cette envie que quand les super-héros fonctionnaient, on diversifie les supports. Sauf que quand on diversifie les supports, on ne touche pas le même public, en fait. Donc, l'adaptation, elle est forcément dirigée en fonction du public qu'on veut toucher. Donc on en revient toujours à ce qu'on disait aussi tout à l'heure par rapport à la notion d'argent, mais ça, c'est qui est normal, je veux dire, qui n'empêche pas de faire des bonnes histoires. Le souci, c'est que quand on fait un film, par exemple comme Batman vs Superman, on va pas essayer de toucher le même public que quand on fait un livre, Batman vs Superman. On sait très bien que les comics sont une niche, qu'il y a en ce moment une petite prolifération à ce niveau-là, parce qu'il y a un engouement par rapport à ça, mais je veux dire, est-ce que tout se résume... Je casse peut-être ta conclusion, j'en sais rien, mais peut-être que tout se résume par rapport à ça. Et après, c'est toujours aussi une question comme ça. Je vois là le diaporama sur Spawn. Spawn, qui est quand même, c'est l'auteur qui a fait sa création, qui est parti, qui a créé sa maison d'édition avec les autres justement pour avoir de la liberté. Finalement, il fait exactement la même chose que quand il était chez Marvel avec Spider-Man. Il a lâché sa création à d'autres auteurs, à d'autres dessinateurs, parce qu'il n'avait pas le temps de gérer et qu'il faisait autre chose. Résultat des courses, à un moment ça a complètement planté parce que l'histoire est partie complètement en live, et du coup qu'est-ce qu'il fait? Et maintenant il reprend le dessus en disant maintenant vous repartez dans ce que je veux faire et dans ce qui va plaire, quoi. Donc c'est toujours une question en fait de public visé, je pense, et de support qu'on utilise. Ça va un tout petit peu plus loin avec McFarlane, puisque si on parle de l'envers du décor, avec Jenkins, ce qui se passe sur Spawn Renaissance se passe pas bien du tout. C'est-à-dire que Jenkins livre des scénarios à McFarlane pour qu'ils soient traités, et quand Jenkins reçoit les comics, il y a effectivement un bout de son histoire à l'intérieur, mais sur lequel McFarlane a remis des trucs à lui qu'il avait, et donc il se comporte vraiment, c'est ce que tu disais, comme Marvel, qu'il a quitté à l'époque en fait. Tu as une question au premier rang, je pense qu'il n'a plus de sang dans le bras. Oui, il y a Arnaud qui n'en peut plus. Mais vous ne répondez pas du coup à la question qui vient d'être abordée. Moi je sais pas, par rapport à Spawn, ouais. Ouais, les questions c'était sur les supports et ce qui s'adapte au public, c'est ça. À mon avis, si on parle du cinéma et tout ça, oui, ça s'adapte au public, c'est clair. Mais ça nous permet aussi d'avoir des versions différentes. Par exemple, si on parle justement de Batman, c'est le plus grand exemple. On a eu le Batman de Nolan, on a eu le Batman de Snyder, on a eu le Batman de Burton. C'est trois Batman différents. On va pas parler du Batman de Schumacher. Après, à mon avis, là où ça... On va dire le côté fric prend le dessus, c'est dans la composition de l'histoire elle-même. Et aussi, remarque après, comme tu disais, on a un Batman sérieux. Et aujourd'hui, à mon avis, en termes de cinéma, on ne peut pas avoir autre chose qu'un Batman sérieux parce que Nolan est passé dessus et parce qu'on s'attend à autre chose. De la même manière que pour un film Marvel, si on part à un film Marvel imaginons Doctor Strange est un film aussi noir, aussi réaliste que Batman v Superman, le public va pas s'attendre à ça. À mon avis, le public va pas vraiment apprécier. Donc là, à mon avis, tu as raison. C'est vrai, hein, j'ai pas d'autres conclusions. Ouais, alors je rembraye sur un autre point, notamment parce que vous parliez un peu de l'argent roi et qu'on disait que finalement par rapport au cinéma ou au comics c'est un peu le même nerf de guerre, il faut gagner de l'argent. J'ai quand même envie de voir votre avis sur le pouvoir décisionnel des fans et faire surtout la différence entre leur pouvoir décisionnel dans les comics plutôt que dans le cinéma. Parce que tu peux voir, on le voit aussi avec quelques exemples sur votre diaporama, que par rapport au milieu de la BD,
Et j'ai l'impression que les fans ont quand même un impact qui est beaucoup plus important, parce que si les lecteurs décident d'abandonner un titre, le titre va être annulé, ça se casse la gueule, les créateurs n'ont plus de boulot. Ou au contraire, il y a justement des phénomènes de hype, Gwenpool qui est créé, Omega Man qui a été sauvé par une petite tripotée de fans de DC, alors finalement les ventes sont même pas reparties alors que le titre a été continué. Alors que pour Batman et Superman, les fans ont beau gueuler, les gens ont beau déserter le film, il y a 800 millions de dollars, et le studio va pas forcément se remettre en question, et Justice League est en place. Un titre se casse la gueule, DCU, si tu veux prendre c'est une initiative qui n'a pas fonctionné vraiment, les lecteurs n'ont pas suivi, du coup ils font reverse et ils partent dans une autre direction. Warner Bros ne fait pas ça. Par exemple, pour comparer, justement le comparatif entre cinéma et comics, le ciné, c'est le public, c'est le grand public plus les fans. Le comics, c'est un peu de grand public, mais surtout les fans. Et du coup, là où le ciné, ça va chuter parce que le grand public n'y va pas, le comics, ça va chuter parce que les fans ne sont pas là. Et du coup, les fans ont bien plus de pouvoir pour, on va dire, avoir du pouvoir dans les comics. Le but de l'éditeur de bande dessinée, c'est aussi de ramener des gens vers lui. Donc il faut aller chercher dans un public qui est autre que celui des fans, donc celui du grand public en question. Donc il faut aussi aller faire des efforts pour aller les récupérer. Mais ce qui va récupérer les fans, c'est pas les comics, c'est le cinéma du coup, tu vois. Donc c'est pour ça que le film doit être grand public et qui se fout de savoir si toi le fan t'as aimé le film, alors que le comics après faut qu'il plaise aux fans parce que c'est les gens qui eux par contre sont restés depuis le début. Enfin je pense que ça joue beaucoup. Tu vois la différence? Moi je vois ça comme ça. Mais c'est que le cinéma qui se charge de récupérer les fans, alors pourquoi tu vois au niveau des éditeurs des stratégies de marketing continuelles pour essayer de relancer les choses, pour essayer d'attirer du lectorat si c'était que les films qui sont obligés de faire ça? Parce que le cinéma attire les gens, mais après il faut que les gens aient un point d'entrée. C'est ça aussi. Parce que les gens, si tu leur balances un numéro au hasard en plein milieu d'une saga, ils vont pas rester. Il faut leur donner une envie de rester en reprenant à zéro quand même à un moment ou à un autre. Parce que le mec du public lambda est en plus un peu con. Tu vois. Donc il faut lui donner une bonne raison de rester. Du coup, j'ai apprécié ta question et comme tu travailles pour DC Planet, me fait un plaisir de te troller en t'offrant une nappe de Spider-Man avec lequel tu pourras faire un goûter. Je voudrais justement répondre à ce que tu disais. Comme Chris disait, par exemple, si on prend l'exemple des 4 Fantastiques. Bon, le film, va pas attirer grand monde, mais le film va attirer des gens, mais les gens vont pas savoir vers quoi se tourner. Et du coup, on a Nous sommes les 4 Fantastiques qui sort chez Panini, je crois, qui va faire un pêle-mêle de plein d'histoires des 4 Fantastiques. Et du coup, ça fait un point d'entrée pour le grand public dans la sphère des fans web. Les 4 Fantastiques, c'est un mauvais exemple. Il y a eu Deadpool, Spider-Man, enfin bref. Parce que juste pour rebondir à ça, il faut quand même savoir sur le dernier des 4 Fantastiques, c'est que la Fox a eu la main sur le film. Au départ, ils ont laissé la main au réalisateur en disant ouais, tu fais ce que tu veux, tout ça, nanana. Et la Fox lui est tombée dessus et dit bah non, Coco, tu vas faire comme nous, on a envie. Et après, quand on a vu les interviews, quand le film s'est complètement fait flinguer, parce que voilà, clairement la qualité est pas là. Parce que je veux pas spoiler, mais bon, juste pour dire que Doom se faire fumer en 5 minutes dans le film, ça craint. Quand on sait quand même que le mec, c'est juste le roi de la Latverie, qu'il déglingue la gueule à pas mal. Les 4 Fantastiques, le dernier film, je suis désolé, la Fox a clairement fait de la merde, et par rapport aux comics, que franchement ne sont meilleurs, ça c'est clair. Même les premiers films qui sont sortis étaient plus proches du comics que le dernier qui est sorti. Encore une fois, parce que les fans ont eu la main un peu plus dessus, je pense, mais faire un reboot d'une énième série, parce que les reboots, c'est bien vouloir en faire, mais reboot sur reboot sur reboot, au bout d'un moment, je pense qu'on se perd un peu, quoi. Mais là, notamment sur les 4 Fantastiques, c'est clairement un exemple. J'ai pas vu le film, mais je pense qu'il y a beaucoup de ratage au cinéma, ça vient aussi d'un problème de communication entre le réalisateur, qui a sa vision à lui, et le studio, qui a une vision totalement différente, parce que le réalisateur veut faire un film que lui doit kiffer aussi, alors que le studio lui, voit un film qu'il peut vendre. Et ça s'est vu par exemple chez Marvel, parce que Wright c'est pareil de Ant-Man parce qu'il pouvait pas faire ce qu'il voulait. Donc il y a des gens après qui ont les couilles peut-être de se barrer en disant puisque je fais pas ce que je veux, je m'en vais. Et les gens qui restent parce que faut manger aussi. Donc on en vient encore à l'argent, remarque, mais. Même dans les trucs où ça communique, il y a aussi des difficultés à passer d'un médium à l'autre. C'est-à-dire que quelqu'un qui a kiffé le film Avengers au cinéma, s'il va acheter des comics, il tombe dans l'Avengers de Hickman et il est peut-être un tout petit peu en difficulté. Puisqu'on tape sur les adaptations, il y a aussi des réussites en adaptation et le meilleur exemple a priori c'est Harley Quinn qui a été inventé dans le dessin animé, qui est après transposé dans les comics et qui maintenant arrive au cinéma. Est-ce que la boucle n'est pas bouclée finalement quand des personnages d'adaptation arrivent dans les comics et qu'ils sont plébiscités? Est-ce qu'il y a des gens qui n'aiment pas Harley Quinn, l'original dans la salle? Visiblement non, ça va. Est-ce que du coup il n'y a pas
la boucle n'est pas bouclée quand ces personnages créés dans des adaptations apparaissent dans les comics avec la ferveur des fans? Oui. Merci. Si vous aimez le gossip et les anecdotes, je vais passer la parole à Mister Yanda, parce qu'on a eu la chance de rencontrer... Qui hier avez-vous rencontré Monsieur Mister Yanda hier? Monsieur Paulini. Et du coup, tu as pu lui poser la question en fait, à Paul Dini qui a inventé le personnage d'Harley Quinn dans le dessin animé, de quelle est la vision qu'il a du personnage aujourd'hui dans Suicide Squad. Et de son effectivement, surtout en fait de son évolution et des changements de caractérisation, de son émancipation avec le Joker, etc., qui fait que on pouvait avoir l'impression, et je voulais avoir son ressenti, savoir si le personnage pour lui correspondait toujours à ce qu'il avait créé. Et quel est-il son ressenti? Parce que ta question, c'est bien gentil, mais nous ce qu'on veut c'est la parole du maître. Hein, non, mais en gros, oui, parce qu'il fait, en fait, il m'expliquait que pour lui, c'est un personnage qu'il a créé, mais il ne fait pas partie des auteurs qui ont ce côté possessif. C'est mon personnage, je l'ai créé comme ça, et si vous voulez l'utiliser, vous l'utilisez comme ça. Donc il apprécie le travail qui a été fait sur la série New 52, il trouve qu'il y a des choses très sympas, il y a des choses qui l'ont un peu surpris, il dit ah bon, vous avez voulu faire ça sur ses origines, changer ça, bon, ok, mais si vous voulez, ok, faites-vous plaisir. Donc il n'est pas contre cette évolution, il n'était pas forcément pour, ça l'a surpris, mais dans l'ensemble il trouve que ça fonctionne, et si ça fonctionne, c'est très bien. Il nous reste 5 minutes pour finir, donc si il vous reste des questions, je vous invite à venir débattre avec nous sur le stand 37, puisqu'on vous attend là-bas, en fait, si vous voulez papoter avec nous. On tape sur les adaptations, il y a de grosses réussites en adaptation, dans le sens où, par exemple, Judge Dredd ou les Tortues Ninja, c'est des choses, on est obligé d'expliquer aux gens que ce sont des comics, en fait, tellement ils sont passés dans la pop culture par des adaptations. C'est quoi le problème avec les adaptations aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'à l'époque, c'était génial d'avoir des personnages de comics adaptés qui permettent de les découvrir, et aujourd'hui on n'est pas du tout content qu'il y ait des adaptations? Parce que, je vais faire vite, parce que encore une fois, les attentes de fans sont importantes et les réactions sont très dures. C'est du moment où tu t'attends à un truc bien précis, que ce n'est pas ce que tu vois, tu es déçu, et la déception est à la hauteur de tes attentes, et donc forcément tu réagis pas bien. Pour moi. Personnellement, quand les films Tortues Ninja des années 90 sont sortis, j'étais comme un fou. J'ai trouvé ça génial. Mais tu connaissais pas le comics? Mais je connaissais pas du tout le comics, non. Pas du tout. Judge Dredd, pareil. Donc on peut pas non plus en vouloir aux gens qui, comme la belle-mère de monsieur, découvrent l'univers de Batman par Gotham parce qu'elle connaît pas le comics. C'est vrai que personnellement, pour revenir à ce que tu disais tout à l'heure, savoir si tu aurais le droit de la baffer, alors je ne prendrai pas cette responsabilité de te dire oui ou non, mais ma réaction aurait été plutôt de lui dire que non, elle n'a pas été créée comme ça dans le support d'origine, c'est un autre personnage, c'est différent, donc voilà, c'est autre chose. Mais après, effectivement, au bout de plusieurs explications, et après. Alors on est censé terminer et je me fais un point d'honneur à finir cette conférence à l'heure, parce que derrière il y a les mecs de Comic Box, donc ça ne rigole pas. Juste, il y a un 5e acteur dont on n'a pas parlé finalement, c'est les licenciés, les gens qui fabriquent des jouets. Typiquement c'est Toy Biz qui sauve Marvel de la banqueroute en 95. C'est eux qui imposent la résurrection d'Electra pour qu'on puisse vendre des figurines Electra, qui imposent le premier Secret Wars et le costume noir parce que c'est bien pour faire vendre des... Est-ce que finalement c'est pas la licence qui est plus forte que les fans, les adaptations, les auteurs et les éditeurs? La licence, tout le monde la connaît en fait. Tout le monde connaît Batman, par exemple. Peu importe que tu aies déjà vu des comics, que tu aies déjà vu un film. Même, je crois que tu prends des gens dans la rue, tu leur dis ce que vous avez déjà vu. Enfin, le mec qui a jamais vu un film, jamais lu un comics, qui a pas un produit Batman chez lui, il sait quand même qui est Batman. Il a déjà vu un truc Batman quelque part. Donc oui, la licence, le logo de Batman, je pense que voilà, c'est universel. C'est comme le logo Apple. Moi, j'ai pas de produit Apple, mais je connais le logo Apple, tu vois. Merci. Quelle belle discussion. Je vous avais promis, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, nous ne répondrons pas à la question que nous avons posée ce matin. L'idée c'était juste de se rencontrer et d'échanger avec vous des points d'échange. Visiblement c'est terminé, on me fait signe en backstage que je dois maintenant rendre le micro. Je vous remercie vraiment de vous être levé ce matin pour être venu nous voir, nous simples youtubeurs. Je vous remercie d'avoir eu plein de questions à nous poser et encore une fois, c'est pas de la pub mais on a beaucoup de plaisir à vous rencontrer, donc n'hésitez pas à passer sur le stand, on est dans l'Artist Alley. C'est nous devant qui vous passez quand vous courez pour aller voir les vedettes, vous passez devant nous
Et voilà, on est en face de Marguerite Sauvage. Si vous voulez venir papoter avec nous, on sera un plaisir de vous rencontrer. Merci d'être venu. Merci. Et,